Donc en fait finalement voilà, donc on est le 21 décembre et j'ai eu quelque chose sur la langue depuis 2-3 heures maintenant et je pense la traiter comme elle est venue en fait. Donc là je viens juste d'avoir un petit refrain en fait où on avance, on n'a pas assez d'essence. Et quelle est la matière? Est-ce qu'on a encore assez de matière pour avancer? Finalement on avance, mais on ne sait pas jusqu'à quand on va pouvoir avancer. Et voilà donc finalement ces histoires et ce tic d'expression aïe, aïe, ce aïe comme ça pour s'appuyer, pour respirer, comment dire, un peu lourd, un peu pesant parce que c'est répétitif et, et on se rend pas compte qu'on répète cela à longueur de temps. Voilà donc quelque chose qui arrive sans prévenir. Vous êtes dans votre vie, mais vous avez envie d'exprimer quelque chose. Alors, il faut toujours trouver un titre, une amorce. Il faut toujours quelque chose qui, qui finalement, un titre, une indication comme ça, c'est assez clair. L'indication, voilà, donc j'ai trouvé, j'étais sans. Il n'y a rien qui soit de façon, qui arrive comme ça, de façon totalement aléatoire ou hasardeuse. Bien sûr, c'est aléatoire. C'est déjà en nous. Donc ça surgit à un moment et on sait évidemment que cela a surgi parce qu'il y était déjà, parce que ça attendait ce moment où ça attendait. Donc, il y a un vide, où il y a un besoin, et le besoin est comblé par une chose. Alors, comme quand on a faim, la faim, on n'a pas toujours exigé d'avoir, on ne va pas dire aujourd'hui, ma faim demande un certain type d'aliments. Souvent, on prend ce qu'il y a, et donc, quand on cherche un thème, on se contente un peu de celui qui se présente et qui a l'air d'être un peu quand même assez prometteur. Alors le thème, voilà, euh, les secours ne viendront pas. Après, comme je l'avais en tête, j'ai glissé un peu sur, un peu comme pour le facteur sonne toujours deux fois. En fait, les sonnent toujours deux fois. Et en fait, c'est devenu les secours arrivent toujours, c'est juste pour le toujours, arrivent toujours trop tard. Bien entendu, on n'est pas dans la réalité, on n'est pas en train de parler j'allais dire, de mécanismes, etc., ou de stratégie de la part des secouristes. Ce n'est pas le cas. On parle d'un secours un peu d'un ordre finalement un peu peut-être métaphysique même, tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas? Allons, allons vers la métaphysique. On attend un secours, bien entendu. Et là, dès que je parle métaphysique, je pense à cette phrase, finalement, à cette phrase, je perds le terme, cette phrase attribuée, voilà, attribuée au Christ, Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, pourrait poser la question. Pourquoi suis-je laissé comme ça dans une sorte de déshérence? Pourquoi je n'ai rien à me mettre sous la dent? Il n'y a rien de consistant. Je suis là. Donc ce thème de secours n'arriveront jamais à l'heure. Finalement, si on le traite de façon très conventionnelle, un peu sur le plan un peu de l'information ou du commentaire ou même du fait divers,
ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt de discourir selon ce type de schéma. Il faudrait pouvoir. Finalement, une proposition, un thème n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour aller explorer. On vous promet peut-être quelque chose au bout de votre cheminement, au bout de votre aventure. Mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir quand même finalement la toucher pour de vrai. On vous promet quelqu'un, un devin, vous promet quelque chose. C'est difficile de croire dans les révélations, des devins, justement encore une fois j'ai oublié le terme. En tout cas, voilà, donc c'est une promesse un peu comme ça, un peu en l'air, mais vous y allez, parce que vous avez besoin d'aventure. Vous avez besoin d'avoir un but. Vous avez besoin finalement de donner un sens à votre vie. Souvent, sur un plan très terre-à-terre, souvent les gens, d'un autre côté, les gens, parce qu'on vit avec les gens, on ne vit pas avec Dieu, on n'est pas dans les faits, dans la réalité de tous les jours, nous avons en face de nous des gens. Et ces gens, c'est ces gens à qui on s'adresse. Peut toujours avoir l'impression de s'adresser au Créateur, au Tout-Puissant, et finalement, rien, il n'y a pas de réponse qui revient. Il n'y a pas de retour. Silence total. Des dieux sans ou le Dieu, peu importe, est absent. Le Dieu est occupé ailleurs, peut-être. Les dieux sont souvent, peut-être, occupés à des affaires concernant les dieux. Mais pourquoi Dieu s'occuperait-il des affaires des hommes? En quoi ça peut l'intéresser? Moi, petit être insignifiant, un grain de poussière, une molécule, un atome, peu importe, même un électron, et encore, je peux descendre plus bas. Mais qu'est-ce que je représente aux yeux d'une puissance qui est capable de créer la totalité de ce qui existe et peut-être d'autre chose en plus? Je commets une sorte de crime de lèse-divinité quand je pense pouvoir finalement me faire entendre de Dieu. Au nom de quoi suis-je finalement en capacité d'attendre? Non, on ne convoque pas Dieu. On n'intéresse pas Dieu à son affaire. Ouais, je souffre, j'ai une petite affaire qui ne roule pas, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Évidemment, imaginez Dieu qui vous donne un coup de pouce. Vous êtes, je sais pas, vous retrouvez, je sais pas, sur la Lune ou quelque part à tourner dans l'espace. Un coup de pouce de Dieu. Vous voyez, imaginez le pouce de Dieu. Le pouce, ça doit être quelque chose de totalement monstrueux. Tout est en rapport avec, évidemment, avec le problème de l'échelle, hein, à l'échelle de Dieu. Alors, comment s'installer dans quelque chose? Et en fait, l'idée dans tout cela, c'est on peut réellement, sincèrement, avoir envie d'intéresser quelqu'un à notre état. Ne serait-ce que pour tenir ses propos. Il faut que je trouve de la matière première. Il faut surtout que je sens que des gens s'intéressent à ce que je dis. Il suffit par moi d'imaginer, quelquefois d'imaginer simplement que des gens m'écoutent. Et j'essaie finalement de communiquer avec eux
de cette façon-là, sans savoir qui ils sont, sans rien connaître de leur histoire. J'essaie de m'adresser à eux. Il y a comme ça un désir de les intéresser encore plus. Mais finalement, la réalité, je suis dans une situation pas vraiment très glorieuse. Alors je demande à ce qu'on me vienne en aide. Voilà, je reviens sur des choses totalement concrètes et je laisse tomber un peu la posture de celui qui veut, justement, qui n'est que création. Je cherche à créer. Je cherche finalement à produire quelque chose d'une certaine qualité, d'une certaine une chose qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas qui ne ressemble pas aux choses qu'on trouve comme ça, quelconques. Et finalement, on est aussi ce quelconque. C'est pas grand-chose. Alors, je suis partagé, évidemment, entre ces deux aspirations. J'aspire à être, finalement, à être secouru, au sens le plus littéral du terme, mais aussi à être secouru au sens figuré du terme. Évidemment, je ne prétends pas mériter, je n'en sais rien, je ne suis pas le Christ et la légende, et le Christ qui est monté au ciel. Je ne demande pas à aller à monter et finalement à être admis auprès de Dieu. Je ne demande pas ça, c'est évident. Je n'ai pas d'autres références. Malheureusement, j'utilise les références que j'ai. Et si j'avais un autre référentiel culturel et j'allais dire et métaphysique, je l'aurais utilisé. Donc, quelquefois, on est capable d'aller au-delà de nos horizons les plus familiers. Et quelquefois, on ne peut pas. Je sens quelque chose qui me freine, qui m'empêche de sauter ou de finalement d'abattre cet horizon-là pour accéder à un autre horizon. J'ai habité en bord de mer et finalement quelqu'un qui regarde l'océan, il le voit à un moment s'arrêter, net. Il n'y a plus rien, il y a une ligne, il y a quelque chose. Alors évidemment le soleil, lui, il va se coucher derrière la ligne. D'accord? Mais nous, on ne peut pas aller au-delà de la ligne. Et personne, j'ai jamais entendu personne dire j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a au-delà de la ligne. Et on peut imaginer comme ça la théorie de la Terre un peu carrée ou pas du tout ronde, parce qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il y a un bord. C'est un bord éminemment, je veux dire, c'est une sorte c'est une image fausse, c'est ce que nos yeux perçoivent, mais dans la réalité, il y a une continuité. Mais ça, en même temps, les deux impressions, les deux réalités peuvent coexister. Il y a une limite. Et donc cette limite s'appelle l'horizon. Alors l'horizon, après quand on continue, quand on avance vers l'horizon premier, on a devant soi un autre horizon qui commence à émerger. On avance d'horizon en horizon vers quelque chose qui finalement ça ne s'arrête jamais. Alors et c'est ça la chose avec l'océan, ou alors avec, je sais pas, en tout cas c'est comme ça que je le voyais. Peut-être que je me trompais à l'époque, peut-être que je reconstitue une vision
je la reconstitue, évidemment, après coup, après 40 ans, et je peux finalement la reconstituer d'une façon qui ne correspond pas à la réalité. Et voilà, mais ce n'est pas le plus important, c'est juste l'idée qu'on essaie d'aller au-delà de nos limites, parce que nos limites nous pèsent. Je sens que finalement, je suis un peu, j'ai épuisé un peu la matière référentielle et la matière que j'utilise pour approcher tel ou tel phénomène. Il ne me reste rien. Il ne me reste pas grand-chose. C'est du réchauffé, c'est des choses que j'ai déjà je me suis entendu dire plusieurs fois, ça suffit, allons voir ailleurs. C'est vrai que le changement de langue, l'alternance entre des langues permet, justement, on n'est pas dans la recréation, dans l'invention, on est juste dans le rapport avec les mots. On a un concept, on a une idée, on l'interprète comme si on changeait d'instrument, mais qu'on jouait toujours la même mélodie. Là, c'est la même chose, mais dite avec des mots différents. Donc, malgré tout, je suis finalement, j'arrive au bout de quelque chose. Bien sûr, je ne veux pas m'avouer vaincu, je continue de creuser. Alors comment faire de cette chose qui est comme ça? Les secours viendront trop tard, ou les secours ne viendront jamais. Bien entendu, il y a des situations, on va dire, dans lesquelles, comme cette histoire à laquelle je viens de penser tout à l'heure, quand vous êtes en face des agents de la sécurité, vous leur dites j'ai été blessé, ils vous disent j'ai été touché, ils vous disent est-ce que l'agression a cessé, ils ne veulent pas se déplacer. Et c'est ça la chose. Alors ils ne veulent pas se déplacer, est-ce que l'agression est toujours en cours? Si cela s'est arrêté, ben, vous venez chez nous, puis déposez votre plainte et expliquez-nous, etc. Mais nous, on ne se déplacera pas. C'est simplement, donc dans cette histoire, quand vous avez un dépôt un dépôt de demande d'aide, quand vous dites à quelqu'un, la personne, elle veut réellement s'assurer de la réalité de votre état. S'agit-il de quelque chose qui est vraiment urgent, ou s'agit-il d'un énième appel à l'aide comme ça, mais qui ne repose sur rien de très, j'allais dire, de très factuel ou de très concret? C'est un appel au secours, tiens, j'ai une angoisse, mais qui n'en a pas, finalement. J'ai une peur. Ouais, la peur de quoi? La peur du méchant loup? Et moi, à l'occasion de me rappeler cette histoire quand j'étais tout petit. Et je sais pas, avant de m'endormir, j'ai vu un lion arriver comme ça. Et le lion m'a fait peur. Les yeux fermés, je continue de voir le lion. Je ne sais pas d'où m'est venue cette image de lion. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas la télé, il n'y avait pas l'accès aux images, même pas aux images photographiques. Je n'avais pas une image photographique d'un lion. Alors, je ne sais pas où j'ai vu ce lion. Décidément, je ne peux pas remonter à l'origine. Mais en tout cas, donc le méchant loup, ça n'existait pas dans mon enfance. Il y avait autre chose. Il y avait une sorte de goule, on appelait ça le roule, c'est la goule, quelque part, ça représente un être qui finalement
juste présenter comme ça, sans... On appelle, si tu ne te tiens pas tranquille, je vais appeler le rôle. En fait, le rôle, c'est peut-être, par rapport à l'origine du mot, peut-être qu'on dit trawal, c'est un peu l'être qui... c'est un peu monstruosé, qui, qui finalement est devenu une sorte... C'est ensauvagé, voilà, quelque part. Euh, un être qui peut-être s'est isolé de la société, et qui est devenu une sorte de, je sais pas, d'être un peu, peut-être visuellement devenu assez, euh, assez impressionnant par sa physionomie, par son aspect extérieur. Il fait peur, il impressionne. Donc voilà, je vais faire appel à cet être. Donc sans dire s'il a une longue barbe, s'il a une barbe hirsute, s'il a une physionomie particulière, non, c'est juste le rôle. Et puis voilà, ça suffit, un mot magique. Si je me rappelle bien, encore une fois, garde à la mémoire, gare à la mémoire. Et après, gare aux ruses de la mémoire, pour dire les choses très, très précisément. Donc, oui, voilà. Dire, donc, les secours ne viendront jamais. Je perds un instant. Je perds un deuxième instant. J'en perds un troisième. J'en perds un quatrième. J'en perds un cinquième. Je ne sais plus combien d'instants j'ai perdu. J'ai peur de continuer d'en perdre. Alors, j'essaie d'en ramasser un certain nombre, un maximum, mais j'y arrive pas. Pendant que je m'échine à ramasser les instants que je viens de perdre, ben, j'en perds d'autres. Ça ne s'arrête pas. J'appelle quelqu'un, j'appelle à l'aide. Aidez-moi à retenir mes instants. Je sens que je suis en train de me vider. Ma substance s'en va. Mes précieux instants s'en vont. Attendez au moins que je puisse vous nommer, que je puisse un peu vous marquer de quelque chose. Cet instant, c'est l'instant d'une promesse, de la promesse non tenue. L'instant de la promesse non tenue. Voilà, tu as un nom, tu peux t'en aller maintenant, tu peux porter ce nom aussi longtemps que tu voudras et partout où tu iras. Et puis l'instant d'après, ben, je ne sais pas comment le nommer. L'instant d'après, une petite inspiration, et puis c'est tout. La dernière inspiration. Voilà, puis un son, il s'appelle la dernière inspiration. Puis l'instant 3, mais je suis combien déjà 3, 4, 5, je suis dépassé, je n'ai pas... la vitesse de comptage ne correspond pas à la vitesse de fuite. Et puis toi, je t'appelle l'œil crevé. L'œil crevé. Et puis je t'appelle, toi, le petit garçon à qui j'ai tiré la langue. Et puis quoi d'autre? Ah, le clown triste. Le clown qui ne souriait jamais. Oui, je peux t'appeler le clown qui n'en était pas un. Ah ouais, toi, t'es un faux clown. Voilà. Tu peux t'en aller maintenant. Que je t'ai. Et je reviens un peu à cette histoire de Dieu, encore une fois, les noms, Dieu et les noms. C'est important. C'est important de savoir nommer Dieu, savoir que Dieu aussi euh, sache nommer les gens. Il les nomme. Alors,
voilà un peu les choses. Comment aider, comment en fait progresser pour faire en sorte que le propos ne soit pas un propos hyper ordinaire. C'est toujours là, comme une menace, comme un danger qui guette, de tomber dans l'ordinarité la plus commune, la plus... et comment je peux dire, les secours. Les secours se sont trompés de porte. Ils ont beau sonner, ils ont beau frapper. Tiens, il vient même de casser la porte. Et finalement, ils ne trouvent personne. Et pendant ce temps-là, la personne qui a appelé au secours, elle a déjà quitté ce monde. Elle a trop attendu. Elle avait plus suffisamment de temps devant elle. Puis on imagine ces secours. Chaque fois que je vois un être avec des bagues, je pense à ce que j'ai vu et à cette personne. Et cette personne que je n'ai pas su finalement peut-être protéger. Oui, j'ai vu une personne allongée dans l'herbe et je n'ai pas saisi. Et à la fin du fin, on lui a retiré ses bagues, ces nombreuses bagues qu'elle avait à tous les doigts. Bagues, bracelets et autres choses. On l'a comme si on l'avait désossé. Et je pense peut-être qu'elle avait des implants comme ça. Alors, avant de l'emmener vers le lieu ultime, avant de la mettre dans le sac noir, on l'a d'abord dénudée de cette façon-là. Elle n'a rien à faire, elle n'a plus besoin de ces bagues. Chaque fois que je vois des gens comme ça mettre en vue leurs nombreuses bagues, je me dis, il y a quelque chose d'un un peu risible un peu dans cette affaire-là. Moi, j'aime pas les bagues. Les doigts, j'ai les mains non baguées. J'ai les doigts non bagués. J'ai jamais fait ça. Je trouve pas besoin. Alors, j'ai pas de bague, j'ai pas de bracelet, j'ai pas de bracelet de montre, je me dis, mes mains ou mes doigts sont libres. Je peux le manipuler comme je veux, je n'ai rien à craindre. Voilà donc cette histoire. Après, il y a toujours quelque chose. Comment rester? Comment rester sans finalement trouver que ça passe pas? Ça passe pas. C'est quoi un propos, finalement, un propos littéraire? C'est quoi d'ailleurs la littérature? La littérature peut partir du réel. Le plus plat, le plus... Et puis finalement commencer peut-être à prendre de la distance. Ou alors même à décrire ce réel, mais à le décrire avec 1000 détails. Comme ce peintre qui finalement va observer un paysage et le soir, quand il va revenir chez lui, il va représenter le paysage qu'il aura observé, mais il va y ajouter autre chose. Il peut y ajouter de la faune, alors ça peut être des animaux, des habitants d'une jungle ou d'une autre. S'il lui plaît de mettre des fauves, il mettra des fauves.
Des fauves tenus en laisse, peut-être, mais des fauves quand même. Puis s'il a envie de mettre une essence, un arbre qui n'était pas présent, s'il a envie d'ajouter un arbre, comme ça, lui plaît, comme ça, s'il a envie de donner vie à deux dimensions, mais à un personnage comme ça. Oui, un camarade de jeu qui va ressortir un peu des limbes de sa mémoire. Voilà. Puis s'il a envie finalement de représenter quelqu'un à qui il veut, à qui il en veut de quelque chose, quelqu'un avec qui il a peut-être un compte à régler. Il va peut-être le représenter dans une situation qui ne lui sera pas très favorable. Il va essayer de le dégrader un peu. Voilà, la littérature, c'est aussi un peu avec le temps prendre une plage de temps et puis décider de l'allonger. Le temps a ses propres lois, mais la littérature a les siennes. Donc on peut finalement rendre un instant beaucoup plus long et le faire durer une éternité si on en a envie. C'est la liberté, là aussi. La liberté qui n'a pour limite que finalement les choses disponibles dans l'esprit du travailleur. Travailleur, celui qui s'échine à mettre en mots toutes sortes de choses, en mots, en lettres, toutes sortes de choses. Pour se faire plaisir, je n'en sais rien. Pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire passer un message. On fait pas, on n'écrit pas pour gagner sa vie, c'est autre chose. Il y a des moyens beaucoup plus simples et peut-être beaucoup moins hypothétiques. La littérature, l'écriture, c'est un coup de dé. Ça peut rencontrer un public, mais ça peut ne jamais le rencontrer. Ça peut rester dans un coin. Voilà, un manuscrit, tiens, qu'il a depuis 20 ans. Et comme son rédacteur n'est pas devenu célèbre, n'attire pas l'attention, ben le manuscrit va partir, évidemment, à la déchetterie comme le reste. Va brûler dans un incinérateur, comme son rédacteur. Les deux disparaîtront dans une sorte de feu rouge. Ça rougeoira pendant un moment. Et c'est tout. À l'abri des yeux, à l'abri des regards. Pas de gloire posthume, rien. L'anonymat total et absolu et éternel. Voici donc cette histoire, comment, bien sûr, comme je suis en peine, donc j'essaie de mettre côte à côte des éléments. Alors évidemment, en fait, pour faire tenir une scène, c'est comme, là je convoque parce que j'ai vu hier une publicité ou un truc qui parle de publicité pour les jouets. Et donc, pour faire la dinette, par exemple, il faut avoir tous les éléments nécessaires à cela. Il faut qu'il y ait les instruments. Il faut qu'il y ait une table, il faut qu'il y ait peut-être une personne là aussi, peut-être qu'il y a un invité, quelqu'un qui vous accompagne. Et quand on veut écrire verbalement, il faut là aussi
disposer d'un certain nombre de choses nécessaires à la mise en place de l'écriture ou du propos finalement. Et quelquefois on a ces choses-là présentes en tête et quelquefois on ne les a pas entièrement parce on est dérangé par quelque chose. Faut finalement, soit on a été dans une sorte de désœuvrement. Oui, voilà le mot désœuvrement. Et ça a été tellement puissant et finalement que on est encore sous l'effet de cela. Je suis épuisé, pas d'avoir fait quelque chose d'épuisant, mais je suis épuisé parce que je n'arrive à rien faire. Alors je prends la parole pour rompre un peu cette, cette chose qu'est un peu l'inaction. Je suis actif et uniquement en parole. Mais j'arrive aussi, là aussi, devant quelque part un mur. Alors je vois pas ce qu'il y a derrière le mur, je vois que le mur. Et le mur s'impose à moi, il devient de plus en plus haut, de plus en plus finalement large, de plus en plus, même finalement, il commence à s'avancer vers moi. Alors, j'essaie quand même de trouver quelque chose à dire, ne serait-ce que de tenir comme ça pendant 1 heure. Là, je suis à 30 minutes, je peux encore tenir un peu. Mais je voulais que le propos soit un peu différent. Je reviens sur l'idée du tableau. On peut finalement, il y a des triptyques qui ont été finalement qui représentaient peut-être 3 scènes, mais qui avaient un rapport entre elles. On a, comme ça peut arriver pour certains tableaux, qu'on a un peu qu'on a coupé, qu'on a découpé, et finalement il y a un bout qui se retrouve dans un lieu et d'autres bouts qui se retrouvent ailleurs. On peut, un triptyque comme ça, finalement là aussi il peut avoir été séparé. Et puis il y a donc qu'est-ce que je voulais dire par là? En fait, il peut y avoir comme ça chez le créateur, il peut décider finalement de désunir et finalement à partir d'une seule scène faire en sorte que cela devient plus. Voilà, je sépare le tableau en 3 ou en 4, peu importe. Ça crée quelque chose qui finalement qui peut faire penser que c'est des choses indépendantes, que ça a toujours été comme ça. Un personnage se retrouve seul, pour peu qu'il était un peu au centre, qu'il était bien centré, etc., qu'il était représenté dans son intégralité, avec un fond, etc., avec un arrière-fond, enfin, comme on dit, arrière-plan, pas de problème. Bon, c'est un personnage. C'est vrai que ça ferait peut-être une toile assez petite, mais on en a des toiles petites. Une toile, c'est toutes les dimensions. Et donc, on pourrait, comme ça, découper une réalité et la même réalité, en fait, la présenter de plein de manières. Et de là, en fait, à lui donner un caractère, le problème, c'est le soi, quand les choses qu'on dit sont trop proches de soi. Moi, finalement, c'est moi. Moi, c'est moi. Mais moi, je ne suis pas toi. Donc, ce que je peux avoir à dire peut ne pas t'intéresser. Qu'est-ce que je pourrais faire
pour créer un rapprochement, créer un moyen, une liaison entre toi et moi. Je peux comme ça créer une sorte d'infinité, comme tout à l'heure j'ai pensé à un musée. Un musée, c'est un lieu mort. Pourtant, ça a l'air vivant. Ça met en juxtaposition, enfin, deux choses qui n'ont rien d'apparenté. Il y a des choses qui sont comme ça, elles sont côte à côte, mais elles sont apparentées peut-être parce on les réfère à un courant particulier ou à une période historique particulière, mais dans les faits, ça, ça vient d'une personne, chaque chose vient d'une personne différente. Et le parcours de chacun est évidemment est singulier. Donc, quelquefois, les gens ont appartenu à une école, d'accord, à un courant, mais tout de même, ce rassemblement, cet empilement de choses. Alors, on pourrait, comme ça, faire une sorte de lieu, comme ça, euh, plein, plein craqué d'évocations différentes. Alors, moi qui suis assez fermé à tout ce qui peut venir de l'Amérique du Sud, Amérique latine, je peux... Je sais pas ce que je pourrais faire. Mais là, j'ai oublié la thématique. Les secours ne viendront jamais à l'heure. J'ai oublié, je me suis éloigné. Comment faire pour rester fidèle à la proposition? La proposition, ce mot que j'ai utilisé, finalement, que j'ai eu en bouche pendant un moment sans finalement finir par avoir le courage d'aller le ramener à son propriétaire, d'aller le rendre à son propriétaire. Son propriétaire ne sait pas l'usage que j'en fais. Proposition, comme ça. Comme qui dirait une installation. Je fais une installation avec les mots. C'est vrai que les choses peuvent apparaître relativement quelconques, banales, finalement peu parlantes, peu inspirantes. J'ai une porte. Finalement, cette porte est toujours à ma portée depuis bientôt 40 ans. Si je me déplace de quelques dizaines de mètres, je suis devant cette porte. La maison est toujours là. Peut-être qu'il y a eu des changements de peinture sur la façade et choses comme ça. Mais la porte, elle, n'a pas changé. La sonnerie n'a pas changé. Il y a des choses dans l'environnement qui ont changé en profondeur. Pourtant, cette porte est toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire abstraction du temps et d'aller sonner à cette porte en prenant le risque d'être éconduit? Non, je frappe à la porte. Et la personne qui me regarde, qui vient à la fenêtre pour voir qui c'est la personne. C'est la personne à laquelle je m'attendais. C'est elle. Au début, j'ai eu du mal à la reconnaître. Mais rapidement, je saisis. J'ai compris que c'était elle. Elle a un peu changé. En fait, j'annule le changement. Je suis 28 ans, 29 ans
en arrière dans le temps. Oui, puisque la porte, souvent, est là, c'est que quelque part, rien n'a changé. Il suffit de franchir la porte pour se retrouver chez la personne. Et je peux de nouveau l'appeler par son prénom. Je peux de nouveau la regarder comme je l'ai regardée la première fois. Simplement. Oui, il est trop tard pour meubler sa vie avec autre chose. Trop tard pour remplacer. Oui, on remplace une chose par une chose qui lui est semblable en tout point. Pas de problème. Ce qu'on cherche, c'est que on cherche l'efficacité. On n'a pas de finalement, on va pas développer un rapport affectueux avec une chose. Je remplace une tuile par une autre tuile et je jette la tuile cassée, brisée. Je m'en débarrasse. Je ne vais pas la mettre quelque part en lui disant tu m'as servi, tu m'as bien servi, tu m'as été assez utile pendant des années. Et là est venu le temps que tu prennes ta retraite. Bah, tu mérites finalement de finir ta vie dans des conditions, dans un environnement convenable. Je te rends une sorte de... Je te rends ce que tu m'as donné, ce que tu m'as... Non, on jette. Alors, les choses, on est... Je ne sais pas ce que je voulais dire par ça. En fait, on est dans l'idée, on est totalement prisonnier de certaines choses et on ne peut pas les remplacer. On ne peut pas les remplacer d'aucune manière. Quelquefois, on a vraiment de la haine, le sentiment démence se change en quelque chose d'autre, complètement opposé, et ça ne change rien. Quel que soit le sentiment qu'on a pour la personne, que ce soit un sentiment d'indifférence, que ce soit un sentiment, là, je reprends un peu ma revanche contre quelqu'un, et là, de nouveau, je m'installe dans le propos d'hier, et d'un coup, je me tiens à rappeler que j'ai dit une année à Dublin, en fait, c'était Jean de Dublin, évidemment, une année une année, c'est un titre qu'on trouve en littérature, l'année ou une année, c'est assez fréquent, c'est ça qui m'a trompé. En tout cas, il y a comme une sorte d'irrémédiabilité dans les choses. Comme on ne peut pas exister deux fois dans le même laps de temps, si je suis avec toi, automatiquement, je ne suis pas ailleurs. Bien sûr, je peux être ailleurs par la pensée, mais je ne suis pas ailleurs physiquement. Il est possible que le fait d'être avec toi m'empêche, finalement me ferme peut-être à une potentialité m'interdit l'accès à une potentialité qui aurait été vraiment la chose totalement dont j'ai besoin absolument. Voilà, j'ai un peu... Tu étais là, je me devais t'accueillir, te faire un plaisir, et voilà. Mais je m'attendais rien venant de ta part. C'est une sorte de courtoisie, une sorte de politesse. Mais finalement, à force de faire dans la politesse, ou alors, je suis avec quelqu'un et ce quelqu'un, et finalement, moi j'ai envie de faire quelque chose et le fait qu'il hésite, lui, me fait hésiter à mon tour. Ben voilà qu'une opportunité majeure me file entre les doigts. Tout simplement
je suis impuissant, incapable de rester dans l'idée qui était l'idée qui a ouvert cette prise de parole. Impossible pour moi de lui donner un corps, même même inachevé, même un peu mal fait, même une sorte de corps grossier. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que ce que j'ai, c'est pas. Bien sûr, j'ai de l'automaticité. Il y a des choses qui attendent. Mais je ne veux pas finalement faire appel à elles. C'est trop facile, ça serait trop facile, ça serait trop. Non. J'ai en tête, évidemment, toujours un rapport particulier avec la destinée dans son versant un peu adverse, un peu retors, un peu. On a voulu nous faire croire que finalement on était à l'abri parce qu'on avait les moyens de joindre les autres. En cas de difficulté, en cas de situation assez grave. Simplement, il suffit d'avoir sur soi une chose. Moi, j'ai avec moi et tout le temps, pas une chose, j'en ai plusieurs. Et je ne peux pas appeler au secours. Et sur simplement cette idée d'une personne qui appelle, et qu'au bout d'un moment, évidemment, on va dire il a les moyens d'appeler, mais il ne peut pas appeler. Parce que physiquement, il en est incapable. Il ne peut pas utiliser il n'a pas d'autres possibilités. Donc il est là, il se regarde. Il voit qu'il est en mauvaise position. Comment? Quand on sait qu'on va mourir, souvent on a le temps de voir venir. Mais quand il s'agit d'une mort qui va se concrétiser au bout de quelques jours, les choses acquièrent un caractère totalement, certainement différent. Je ne peux pas en parler, je peux peut-être conjecturer, hypothiser, mais je ne le ferai pas. J'ai pas la force pour ça. Mais même cette chose-là, je trouve je suis fasciné par l'idée qu'une personne se perde et ce qu'on retrouve d'elle, ce sont quelques os et ses vêtements. On la reconnaît par ses vêtements et ses possessions. C'est ce qui reste. On est finalement tellement peu de choses que finalement ce sont nos vêtements qui vont servir à nous identifier. Finalement les choses auxquelles on ne porte pas beaucoup d'attention, mes vêtements, c'est une chose que je mets, que je jette, j'ai pas d'attachement particulier, sauf avec peut-être un ou deux vêtements, pas plus, parce qu'il m'aura coûté cher ou parce qu'il était là à un moment bien particulier de ma vie. D'accord? Mais autrement, c'est interchangeable un vêtement. On le jette comme ça sans le gratifier de quoi que ce soit. Je ne dis pas, allez, je te souhaite une belle vie, une belle fin de vie, je te souhaite une nouvelle carrière, non. Bof. On ne fait pas une fête d'adieu, un vêtement il est même pas. Il y met que déjà il cesse de servir. Et donc c'est cette chose-là qui n'a pas de valeur, qui finalement va nous survivre. Ça aussi, nos vêtements peuvent aussi nous servir, mais dans les cas
où ils sont donnés à d'autres personnes et qui finissent un peu leur vie ailleurs. Ils iront peut-être voir du pays et finalement être portés par des gens qu'on ne connaîtra jamais. Voilà, sous un soleil qui n'est pas le soleil auquel on est habitué, sous peut-être dans un autre contexte, tout ce qui est de plus différent. Imaginons un Maasai qui porte un vêtement que moi j'ai porté quand j'étais vivant, un Maasai. Un Maasai. Je peux pas dire que je connais les Maasai. Je sais à quoi ça peut ressembler à force de les voir dans les documentaires, mais c'est tout. Un Maasai. Puis ou peut-être un autre qu'un Maasai. Voilà donc qu'est-ce que je peux dire. Alors j'arrive à 1 heure, pas loin, donc finalement j'avoue mon impuissance. Je suis pas très, je suis pas contrit. J'ai pas l'impression d'avoir, je demande pas à ce qu'on me pardonne ou je demande rien. C'est la parole. Alors risque de la parole, le risque de la prise de parole, c'est pas parce qu'on a comme ça un titre ou un thème. Il faut être à l'affût. Et quelquefois, on ramasse un peu ce qui se présente, finalement, et on plie la ligne et on rentre. Il faut laisser la ligne. Et il faut laisser la ligne un peu en attente. Je jette cette prise parce qu'elle ne me convient pas. Au risque, finalement, de devoir rentrer sans rien, sans prise du tout. Mais cette prise-là, bof, qu'elle retourne à l'eau, qu'elle continue de grandir, de grossir, ou qu'elle continue son chemin. Non. C'est pas très appétissant. Voilà ce que ça peut, le sort qui peut attendre certaines propositions. Finalement, on les emporte avec soi, on essaie d'en faire quelque chose, puis on se retrouve avec quelque chose qui, voilà, cette prise-là, cuite, ça ressemble à rien. C'est plein de... Le goût n'est pas évident, j'arrive pas. Ça me donne pas envie. J'y touche avec vraiment avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de... Ça me met pas l'eau à la bouche. Ça me fait pas saliver. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'ai quand même mangé. Une fois que j'ai commencé, que j'ai cuit la chose, que je l'ai mise un peu comme ça devant moi, je dois continuer. Ainsi, on continue. Et voilà une proposition. Une fois qu'on a commencé à la traiter, si, entre guillemets, voilà, ben, je mâche, mais j'ai aucun plaisir. Je mâche quelque chose qui, dont la texture est... C'est vrai que c'est un être vivant, quand même. Je ne dois pas non plus être trop dans le dégoût et dans la déconsidération. C'est vrai que cette proposition, elle mérite le respect. Fondamentalement, une question a été posée à quelqu'un tout à l'heure, et quelqu'un qui l'interrogeait lui a posé la question. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, peut-être de moins de 150 pages, et vous écrivez des livres de plus de 600 pages. Est-ce que vous auriez, voilà, indirectement lui demander, est-ce que vous n'auriez pas pu vous contenter de beaucoup moins de pages? C'est une drôle de question. On ne compare pas. On ne compare pas les écrits de deux personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas de rapport entre elles. Ça ne parle pas de la même chose.
C'est chacun écrit comme il l'entend. Chacun utilise autant de mots qu'il en a envie. 700 pages. C'est vrai que ça paraît toujours assez, comment dire, il y a comme un sentiment, voilà, sûrement, c'est trop. Il y a sûrement du déchet là-dedans, sûrement des choses inutiles. On aurait dû alléger un peu ce livre avant de l'imprimer. L'auteur ne s'est pas laissé démonter. Il a affirmé que oui, son travail à lui exige de se développer comme ça sur 700 pages. Il a besoin de 700 pages. Et on pourrait un peu s'inspirer de cela. On pourrait dire que quelque chose qu'on a un peu devant soi, finalement pourrait être traité. Elle n'a pas besoin de beaucoup de pages, on fait les choses totalement inverses. Elle a besoin de 3 phrases. Et puis c'est dit, 3 phrases. Puis on arrête. On ne va pas plus loin. Quelquefois, il y a beaucoup de choses à dire finalement, dans un peu dans cette économie de mots, dans cette réduction du volume. C'est réduit, mais un mot, c'est autant de possibilités totalement différentes. Un mot peut être le prétexte à des choses totalement. Ici, on utilise le mot de défaite. La défaite peut s'envisager de 1000 façons. Il y a la défaite, comme on dirait, la défaite de la pensée, il y a la défaite de soi, il y a la défaite classique qu'on connaît, il y a toutes sortes de défaites. Oui, il y a la défaite d'une certaine ambition. On avance, en fait, finalement, on est un peu parti en campagne, et puis on est défait en cours de chemin. On est défait. On perd ses moyens, on perd de sa capacité à continuer à avancer. On est défait. Peut-être par un ennemi, peut-être invisible, un ennemi insidieux, je sais pas, on peut être défait par l'humidité, quelque part dans certains environnements, on est défait. Et on est réduit, finalement, à annuler notre projet, finalement, la chose, l'épopée qu'on voulait construire, qu'on voulait édifier. L'épopée. Voici donc 1 heure de passé. Simplement, la réalisation de quelque chose, et s'il y a quelque chose à retenir dans cette histoire, c'est que ça offre la possibilité d'utiliser des mots en plus. Pas les mêmes, pas ceux d'hier exactement, mais par exemple le mot épopée et le mot ambition et le mot faillite et le mot des choses comme ça. Ou défaite, faillite, défaite, peu importe. Il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. De nouveau à mettre en lumière. Ça me rappelle cette histoire, donc je continue d'ajouter
du propos au propos, ça me rappelle cette histoire, ce monarque qui était, qui était atteint de problèmes et qui ne pouvait peut-être pas manger comme tout le monde. Donc qui était obligé de suivre un régime peut-être très strict, peut-être ultra strict, en tout cas. Donc, ce qui l'intéressait, peut-être, c'est de voir, de humer les repas. Donc, on lui présente une série de plats. Donc, il les hume, il les regarde, il mange avec les yeux, et puis il passe à ce que il est condamné à consommer. Cette chose qui ressemble donc à un monarque, il a la possibilité finalement de festoyer tous les jours, d'être. Et avec les mets les plus, évidemment, les plus chers et les plus rares. On refuse rien à un monarque. Et pourtant, la vie. Et donc finalement, dans cette profusion de gens, comment on peut, comme ça, se retrouver, et beaucoup de gens se plaignent de cette multitude, de cette trop d'humains, cette trop d'humanité. La terre, elle n'en peut plus, tout ça. Ah d'accord, d'accord, mais c'est trop d'humains, moi je ne les vois pas. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des milliards de gens. J'ai même pas une personne. Voilà, une personne. Après, mais 7 milliards, peut-être 8 milliards. Et moi, je dois me satisfaire de ma propre compagnie. Il y a là quelque chose d'un peu paradoxal et assez, finalement, assez risible. C'est un rire un peu triste, un rire un peu, je sais pas quel type de rire ça peut être. Je ris de me voir si défait. Ouais. T'as la mine défaite. Je ris de me voir si peu. Alors, dans ces paradoxes que nous offre la vie, évidemment, simplement, il y a des choses qui sont là. Il y a un bruit, ça m'a déconcentré et je sais pas. Je n'ai pas trouvé. En tout cas, les paradoxes, voilà, comme quand on a quelque chose et en fait on désire le contraire. J'ai des gens et finalement je ne suis pas satisfait des gens que j'ai autour de moi. Alors quelquefois je désire presque être seul. Je commence à me détacher d'un certain nombre de gens. Après évidemment j'arrive. C'est pourquoi on peut ramener l'histoire classique, crier au secours et finalement les gens arrivent. Il n'y a rien. À force de crier, de façon, je veux dire, d'appeler au secours de façon comme ça mensongère, on finit par personne ne se présente. Et à force de signifier aux gens qui ne vous intéressent pas d'une façon ou d'une autre, ils finissent par s'en aller. Après vous êtes là à vous plaindre. Et dans cette histoire-là, c'est présenté un peu sommairement, cette histoire-là. En tout cas, la chose. Alors, paradoxe, voilà, je le retrouve. Le paradoxe, c'est que il y a quelque chose qui est un peu particulier. Et vous avez un intérêt très poussé pour quelqu'un. Ce qui vous vraiment tient à cœur, c'est d'avoir cette personne tout près de vous. Ah, évidemment, au début, il y a des phrases un peu
peu, je vais dire quelque chose dont je ne suis pas sûr que ça corresponde amphitryon au dithyrambique, voilà, dithyrambique, voilà, je trouvais le terme, dithyrambique pour parler de cette personne, pour la décrire, vraiment, c'est tout pour vous. Cette personne est là avec vous, elle est avec vous tous les jours, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça finit par faire beaucoup. Des moments, ça devient un peu lourd, un peu lassant, un peu... Donc, si vous avez l'occasion de vous échapper, ben, vous la saisissez l'occasion. Qu'est-ce que c'est que ce type de paradoxe, de contradiction? Vous n'acceptez pas, vous ne supportez pas la solitude, vous ne supportez pas la compagnie. Mais évidemment, une compagnie, il y a de bonnes compagnies qui ne se séparent. Et voilà, il y a une limite à cette, finalement, il doit y avoir une limite. Comme on pourrait dire, le permis est accordé à vie, mais finalement, il y a des gens, il faut finalement qu'ils repassent les examens. On pourrait dire, tiens, au bout de 10 ans, on fait le bilan, on voit, on a un contrat, c'est pas un contrat à durée indéterminée, on voit si on a encore, et puis s'il n'y a plus de raison de poursuivre, bah, on arrête. C'est pas quelque chose d'ouvert comme ça. Ah, donc on est soit dans des situations qui ne sont pas toujours, qui ne s'harmonisent pas. Donc l'être qui dit une chose, en fait, il peut dire beaucoup de choses en même temps. Il dit je suis seul, mais je ne sais pas comment faire de cette solitude quelque chose qui me profite. C'est pas la solitude que je veux, dont je veux me séparer. C'est finalement le fait que je n'en fais rien de bien. Mais la solitude, dans certains contextes, c'est la chose la plus rare. Dans certaines sociétés, il y a tellement de gens qu'il y a tellement la présence des autres par tous les aspects que vous ne pouvez plus finalement avoir la moindre plage de silence. Il n'y a pas de silence. Vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un près de vous, ou un peu plus loin, mais jamais très loin. Vous êtes toujours à portée de vue, à portée d'ouïe, à portée de nez aussi. Alors, finalement, moi j'ai un problème avec mes voisins et je ne supporte pas qu'il y ait des gens qui marchent au-dessus de moi. Ça m'arrête dans mon élan, mais aussi l'idée que je me sens empêché. Et quelquefois, alors, finalement, c'est mon corps. Et je doute que ce soit encore mon corps. J'ai l'impression qu'il ne... Finalement, cette chose-là, elle est comme morte. Je vais m'en assurer. Donc j'ouvre pour voir si ça va me faire mal ou pas. Donc je regarde. Ah, ça me fait mal. Donc c'est encore vivant. Et en fait, finalement, on a besoin de pousser profond, d'aller voir profond pour quitter un peu, pour se détacher de sortir de ce blocage. Quand on n'arrive pas à finalement à vaincre une réticence ou une résistance, il y a de la résistance. Alors il faut faire appel à son corps. Il faut finalement, pour produire quelque chose, il faut, comme pour le langage du corps, on a le langage
verbal, mais en même temps on utilise le langage du corps. Alors, je dois me faire aider de mon corps. Ça ne me suffit pas, mes mots. Alors, et pour le traitement littéraire, c'est raté. Et je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose à tirer de cette proposition de les secours arrivent toujours trop tard ou très trop tard. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. C'est juste un prétexte un peu malheureux qui n'a pas été à la hauteur des attentes. Oui, comme ça. Comment on peut être déçu de soi-même pour des raisons multiples? On peut être déçu aussi parce que on n'a pas su tirer tout ce qu'il y avait à tirer de quelque chose. Le propos, lui, ou la proposition est innocente, hein, il n'y est pour rien. C'est moi qui étais incapable. Voilà donc, c'est juste, euh, j'ai pris la parole et j'ai mis un peu en sommeil cet état de non-action. J'ai cessé d'être absent à mon corps pendant 1 heure. J'ai pu actionner les mécanismes de mon esprit, j'allais dire, même un peu de mon corps. J'ai utilisé même, voilà, pas pour produire quelque chose, un peu le geste et la main dans cette histoire-là. Je n'ai pas peint, je n'ai pas laissé quelque chose qui va traverser les millénaires. Simplement, j'ai tenté de donner une sorte d'image ou d'esquisser quelque chose. C'est vrai que les mains, ça aide à vraiment amplifier quelque chose ou à mieux le présenter ou à mieux l'appuyer ou à mieux marquer une hésitation, un doute ou plutôt une conviction, à renforcer quelque chose. Voilà, donc simplement j'ai imprimé ma marque, comme peut-être je l'ai déjà dit, sur le temps. Voilà. Et après, ça va rester comme c'est. Ça ne va pas bouger. Il peut toujours y avoir, dans certains contextes, on prend un peu une image et puis on commence à jouer avec. Avec les mots, c'est beaucoup moins évident. On ne peut pas découper. On peut découper une séquence. Il suffit d'avoir les outils et la compétence pour cela. Et la patience aussi qui va avec. Mais peut-être l'image est plus facile. Mais là, les mots, on peut les découper, faire des montages, etc. C'est pas mon but. Or, je laisse les choses telles que brutes, sans retouche ni rien. Mais voilà donc une chose. En fait, comme c'est la nuit, donc je parle assez bas. Ça fait comme un peu comme si je confiais quelque chose à quelqu'un. Je parle bas. J'élève pas la voix. Il n'y a pas non plus de raison. Voilà un peu un petit filet de voix. En fait, dans cette chose, il y a un examen qu'on fait passer à soi-même. Et toujours, on se teste. Et évidemment, un test un peu à l'aveugle. Et alors, donc vous aussi, pouvez vous tester, voir, avec des choses un peu comme ça, sans réellement savoir dans quoi vous vous engagez. Après, le résultat, il n'a pas à être, je veux dire,
il n'a pas à être marqué par une valeur ou une autre. Peu importe. Le résultat, il est là. Il est là et il va défier le temps pendant un certain temps. Il va exister en dehors de vous, être là. C'est une sorte, vous êtes vous aussi une sorte de créateur, évidemment à votre niveau, créateur de quelque chose comme de réellement un peu insignifiant, peu conséquent. Mais ça existe. Il y a peut-être un mot que vous avez utilisé qui, lui, est relié à un contexte bien particulier. Vous l'avez utilisé peut-être dans un contexte quelconque, mais lui, et donc vous faites une sorte d'appropriation de ce mot. Voilà. Est-ce que vous aviez l'autorisation de le faire? Est-ce que vous étiez légitime à le faire? La question n'est pas là. Et finalement, on est face à soi dans un certain type de situation. Alors, quelquefois les situations se ressemblent et quelquefois elles divergent un peu. Voilà, je suis moi, un peu identique, mais en même temps un peu divergent. Voilà, un peu différent selon, selon quelque chose. Ça tient quelquefois peu pour qu'il y ait cette divergence. Il me plaît, comment il pourrait vous plaire à vous aussi d'imaginer que peut-être que nous avons des copies de nous, nous avons des gens qui nous ressemblent, mais qui sont différents de nous parce qu'ils habitent dans des dimensions autres, des univers parallèles. Il y a moi qui a choisi un chemin qui finalement maîtrise mieux certaines choses que je ne pourrais jamais le faire moi. Un moi qui finalement qui est allé au bout des choses. Pas un moi un peu partagé, un peu indécis, un peu perdu, un peu dispersé. Non, un moi beaucoup plus discipliné, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus strict avec lui-même. Puis un moi peut-être qui finalement a un art que moi j'aimerais bien posséder, l'art peut-être de la fugue, la belle fugue. Ouais, c'est un peu l'espoir, un peu vraiment l'espoir ultime, c'est d'arriver finalement à créer cet art de la fugue, pouvoir s'échapper, ne jamais être d'un lieu, d'une époque, ne jamais s'installer. Chaque fois qu'on est sur le point d'être happé par quelque chose, on fugue, on passe d'un état à un autre, perpétuellement on fugue. La fugue un peu pour le désir de ne jamais se retrouver totalement face à soi-même, pour ouais, il me plairait de goûter des choses différentes, d'expérimenter, d'être plus que je ne suis. Moi qui suis un être assez, assez peu
assez peu mouvant, assez peu mobile. J'aimerais avoir cette mobilité, surtout finalement dans l'idée de la fugue, on ne s'appartient pas complètement. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'arrêter et de finalement de se revendiquer de quelque chose. Je ne suis pas de cette langue, je ne suis pas de cette identité, je ne suis pas de ce siècle, je ne suis pas de ce corps. Je me fuis. Je fuis tout détermination, tout déterminisme. Voilà. Et donc, j'ai été sauvé par l'arrivée inopinée de ce concept de la fugue. Évidemment, ça aurait été intéressant. Ça reste intéressant. Et beaucoup plus prometteur que celui de la proposition initiale, l'art de la fugue ou le désir de fugue ou l'appétit de la fugue, l'appétit de fuguer. Fuguer pour finalement ouais, un peu ne pas s'arrêter, un peu courir sans jamais s'arrêter. Pas un marathon, mais plus qu'un marathon. Courir tout le temps. Courir sans éprouver le besoin de s'arrêter. Plus je cours, plus j'ai encore de la distance à faire. Je cours sans trop me précipiter. Je cours si je vois ce qu'il y a autour de moi. Je cours, mais en même temps, j'accumule des vues, j'accumule des choses. Mon but, ce n'est pas de courir pour le fait de courir, mais de courir pour ne pas me ralentir dans quelque chose. Il faut que j'ai une certaine allure. Il faut que j'avance à une allure un peu rapide. Pas le temps. Pas le temps. J'ai encore quelque chose à voir, quelque chose à toucher, quelque chose à sentir. Pas le temps. Pas le temps. Je suis à la recherche. Je suis à la poursuite, comme la poursuite d'octobre. Je suis à la poursuite de l'été. Je suis à la poursuite de l'hiver. Voilà, sorte de poursuite un peu qui ne s'arrête jamais. Je cours d'un hémisphère vers un autre. Je cours. Donc l'art de la fugue peut être entrepris comme ça, encore que il ne faut jamais penser les choses acquises. C'est le meilleur moyen pour finalement pour échouer. L'art de la fugue ou la fugue comme étendard, comme je sais pas quoi, ce n'est pas non plus une chose comme ça aisée. Ça, vous n'avez pas, comment dire, vous n'avez pas vraiment une promesse où vous n'avez pas la liberté d'agir comme il vous plaît, il pourrait vous plaire. C'est pas un chèque en blanc, c'est là aussi il y a des exigences, il y a des contraintes. Bon, j'arrête là parce que finalement, donc j'ai atteint un peu mon but, bon, but un peu finalement un peu modeste, mais bon voilà. À vous.